Et dites coucou à notre Mourad Guichard. Moi, je vais juste recaler mon. Et oui, vous le voyez, en chair et en os. Tu t'es fait beau, dis donc, pour ces KR là. Comme dirait notre ancien Premier ministre, ça perd l'hypopète. Exactement. Ça, c'est bizarre quand tu parles, j'ai un petit grésillement, c'est trop bizarre. Ah Tu veux que je bascule sur l'ordinateur? Ouais, si on peut tester, tiens. Si tu Allez, on va tester. Allez, vas-y, on teste. Attends, je fais un essai. Faut-il pas que je t'aime pour être là à cette heure-là, hein, je te le dis. Mais merci. Vous vous rendez pas compte. À quel point on a de la chance de l'avoir. Ah là là. Attends, c'est moi qui ai de la chance, mais je me suis levé, je me suis forcé à me lever là, je te cache pas. C'est vrai que toi, t'es un oiseau de nuit, toi. Ouais, bah oui, parce que la nuit, en fait, il y a ça grésille toujours. Vous entendez nickel? Ah, moi ça, je t'entends bien, mais c'est juste que quand tu parles, il y a un petit grésillement derrière. Mais écoute, je sais pas si le son est nickel pour le son est bien chez vous? Bah ouais, ils disent ça, hein. Ils disent on entend nickel, le son est bon, donc moi je propose qu'on reste comme ça permet d'avoir le chat sous les yeux. Bah oui, bien sûr. Ouais, je travaille la nuit parce que d'ailleurs je pensais que pour moi tous les amis, les copains humoristes et comédiens que je connais, en fait se couchent très tard et se lèvent très tard. Et c'est marrant que toi tu bosses dès le matin. C'est assez. Bah parce que c'est le seul moment où je peux faire des lives en fait. Donc je me suis dit bah autant que. Et comme j'adore ça, bah, je me suis dit autant de le faire le matin, tout simplement. En tout cas, trop content de t'avoir parmi nous, mon cher Mourad, qu'on ne présente plus, on t'aime beaucoup dans CKR. Moi, j'étais fan, avant de le connaître, déjà de l'œil de Moumou, et on aura l'occasion d'en parler aussi de cette émission. Et donc, Mourad, la dernière fois que je t'ai eu au téléphone, j'ai découvert, et je savais pas, que tu avais même été journaliste pour Reuters. Oui, pendant 15 ans pour l'agence Reuters. Je me rappelle même pas qu'on en avait parlé de ça. Mais oui, j'ai bossé pendant. En fait, moi, je suis de la. Alors, évidemment que la télévision, ça donne de la visibilité, mais moi, je suis. Ça fait 30 ans que je fais ce métier. Je suis issu de la. Bonjour. Je suis désolé, il y a beaucoup de messages, donc vraiment, je salue tout le monde. Je vous remercie infiniment pour votre accueil. Je suis de la presse écrite en fait à la base, et donc j'ai fait 15 ans chez Libé. 15 ans chez Reuters, ça fait 20 ans que je bosse pour l'UMA et 20 ans que je bosse pour le Canard enchaîné. Waouh. Et je précise par ailleurs, donc j'ai bossé aussi pour Street Press, enfin j'espère rebosser, aussi pour Street Press, pour Politis. J'ai bossé, alors dans une autre vie, hein, j'ai fait des piges pour Marianne, mais il y a très très longtemps, à l'époque où c'était un journal encore respectable. Et puis que je dise pas de conneries, bah voilà, bon, ça va. Mais ceci pour dire qu'en fait, et ça va rejoindre une actualité qui me touche directement actuellement, si vous êtes peut-être sur X, à savoir que j'ai déposé plainte contre un ancien justement journaliste de Libération pour diffamation. Donc ça va se traiter, je pense, devant la 17e chambre, la fameuse 17e chambre qui traite les questions de diffamation et du droit de la presse, parce que ce sombre personnage avait dit que j'avais été viré de 3 journaux parce que j'avais propagé des fausses informations. Alors, en fait, c'est grave, c'est très grave. Oui, bah, je serais pas depuis 20 piges au Canard si. Ouais, c'est ça. Voilà, tout simplement. Mais comment la diff est avérée très clairement. Et maintenant, j'ai décidé à mon grand âge de plus laisser passer, quoi, tout simplement. Alors, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, mais je pense qu'il faut y aller, quoi. Quand les choses sont aussi grossières que ça, je pense qu'il faut aller clairement vers ça. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Évidemment, c'est en lien avec ta loi. J'ai même pas besoin de faire transition, il est tellement pro, il nous fait l'émission. Moi je suis en train de regarder l'émission là. Allez, je vous laisse regarder. Non, mais
Non, ce que je veux dire, c'est ça, c'est que je pense, et on sera amené à en reparler très rapidement. Je pense que cette question et j'en ai parlé avec plusieurs intervenants, notamment des parlementaires. Hein, je pense à Aurélien Saint-Toul ou à Aymeric Caron. Je pense que cette question de la régulation des médias devra être au centre, au cœur de la prochaine présidentielle et des prochaines législatives. Bah, on est totalement d'accord et d'ailleurs, tu as été un des premiers à soutenir et à parler de la loi CKR qui a été inventée ici même, là où tu te trouves actuellement. Et en fait, cette loi CKR qui n'est pas une loi de censure, hein, elle est juste une loi de responsabilisation de la parole. Tu peux pas te dire que parce que tu es sur un plateau d'une chaîne d'information, tout ce que tu diras ne sera pas contrôlé et sera pris pour argent comptant et qu'on ne doit pas avoir d'exigences. Et je trouve ça grave parce que je prends toujours l'exemple de ma maman qui n'a pas d'éducation à l'image, comme la plupart des gens, et peu importe leur âge. Hein. Ils ne savent pas la différence entre journaliste et éditorialiste. Ils ne savent pas faire la différence entre l'usage du conditionnel. Caroline Forest en est d'ailleurs l'experte. Elle est capable de dire Rima Hassan serait proche de personnes qui seraient proches de gens proches du régime algérien. Elle avait dit ça quasiment mot pour mot. La phrase ne veut rien dire. Hein. Il n'y a aucune source, il y a du conditionnel, il y a du serait proche de gens qui seraient proches. Donc, on est tous proches de quelqu'un qui est proche de quelqu'un. Ça veut strictement rien dire. Et là, on doit lui dire stop. Vous venez de dire quelque chose, et j'ai pas pris un exemple, il y en a plein d'autres, on l'a vu avec Bali Bagayoko, comme Zemmour qui dit « Si, il a dit Ville des Noirs, moi je l'ai entendu ». Bah, tu peux pas dire ça, non. Peut-être, il l'a dit, je le sais, il l'a dit. Bah, mais oui, mais personne, enfin, il t'a dit que non. Non, mais même si lui il dit que non, moi je le sais. Bah, ça marche pas, ça, en fait. C'est trop dangereux, parce que après, on a, et d'ailleurs, c'est nos camarades de chez... de complément d'enquête qui avait fait une petite enquête sur CNews et qui montrait un petit couple de retraités qui regardent CNews et qui tombe sur la soi-disant montée du nombre de kebabs dans la région, dans je ne sais plus quelle région, et eux ils sont là et ils te disent ah ouais c'est vrai que oh là là on n'en peut plus, alors qu'ils ne sont pas concernés, et il s'avère qu'en grattant un petit peu, les journalistes disent il n'y a pas de phénomène de montée, c'est juste purement inventé, et c'est là que c'est grave, et c'est là que c'est dramatique, parce qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Et une fois, la première fois qu'on s'était rencontré avec Mourad Guichard, c'était... ce souvenir de dingue. Ouais, c'était aux médias. C'était un bon moment, ça. C'était aux médias. Oui, c'était aux médias. C'était aux médias. J'étais trop content de le voir en vrai pour la première fois. Et c'est la première personne qui m'a fait la bise aux médias et qui m'a accueilli chaleureusement. Donc j'étais tellement content d'avoir un humain. Et après ton émission, on est parti boire un verre. On a refait le monde pendant 1 heure ou 2. Oui, 2 heures. Ouais, 2 heures. Mourad avait son petit sac d'amandes décortiquées, toujours à proximité. Et c'est là que tu me disais, que tu m'as parlé de la carte presse, et tu m'as dit que cette carte presse, elle n'est pas liée à ton CV ou à ton bagage, ta formation ou tes diplômes. Elle est uniquement liée à quoi, cette carte de presse, Hardin ? Alors, il y a une croix. Alors, j'ai fait un tour de France que j'appelais le Moumou Tour, qui va reprendre d'ailleurs, parce que je vais avoir quelques bonnes nouvelles à vous annoncer. Qui va reprendre. Je vois vos questions et oui, allez les Verts. Et vive Geoffroy Guichard. Il y a, quand j'anime comme ça alors, j'appelle ça des échanges, des entretiens, c'est pas des conférences, ce serait prétentieux, avec les internautes notamment, il y a cette croyance permanente que il y a 2 croyances principales. La première croyance, c'est que la carte de presse, effectivement, alors je vais prendre l'autre croyance, c'est que l'objectivité existe en journalisme, ce qui est quasiment une fake news. Mais je comprends quand les gens me disent ça.
Mais je leur explique par A plus B, je leur démontre par A plus B, ne serait-ce que sur le choix des sujets. Tu traites tel sujet, tu traites pas tel autre sujet. Déjà, l'objectivité est morte. Et puis, je leur explique que de faire, en gros, je leur explique que de faire comment une brève sur un immeuble usine au Bangladesh qui s'écroule et qui fait 300 morts, d'en faire simplement une brève et de faire une page complète sur une déclaration délirante de Trump qui disparaîtra le lendemain, c'est aussi un choix éditorial, alors qu'on peut raconter quelque chose quand même sur l'histoire du Bangladesh. On peut raconter que nos modes de consommation nous invitent gentiment à fermer les yeux sur les t-shirts à 1 euro qu'on va acheter sur les réseaux sociaux ou sur les réseaux, sur internet ou dans les magasins cheap et compagnie. Ça vaudrait un reportage complet, ça vaudrait une page complète. Donc c'est la deuxième mort de l'objectivité. Et ensuite, je leur explique que tu peux faire n'importe quel sujet, prendre n'importe quel angle sur ce qui se passe au Moyen-Orient ou au Proche-Orient. Tu seras accusé d'être soit antisémite, soit pro-israélien, soit pro-palestinien, enfin bref. Donc l'objectivité n'existe pas. Et l'autre chose, c'est la carte de presse. Et énormément de gens pensent, enfin que je rencontre, pardon, j'aime pas dire les gens, énormément de gens que je rencontre qui pourtant sont au fait des questions médiatiques, puisqu'ils sont là parce qu'ils sont intéressés par la critique média, pensent sincèrement que, alors, plusieurs choses, rapidement, que on signe une charte de déontologie, qu'on connaît la charte de Munich, donc la charte qui définit le travail de journaliste pour aller vite, donc si on signe, c'est très important, si on signe une charte ou si on signe quelque chose, c'est opposable. C'est-à-dire qu'il y a plein de professions qui sont réglementées, les avocats, les médecins et compagnie, Totalement. Ils signent et c'est opposable. C'est-à-dire que s'ils dérogent à cette règle-là, ils peuvent être virés, radiés plutôt. La seule exception, la seule et unique exception en France, ce sont les journalistes. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun compte à rendre, aucun. Nous n'avons zéro compte à rendre. La seule et unique condition pour avoir une carte de presse, c'est d'avoir 51% de ses revenus qui proviennent d'un média reconnu par la commission paritaire. C'est tout. Et je vous prendrai... Oui, vas-y. J'avais une question qu'on m'a posée hier. Et si par exemple je bosse pour un média reconnu et que je suis pas forcément à l'édito, mais que je vais faire du montage, etc., est-ce que je peux, parce que je monte des vidéos de journalistes, je peux revendiquer la carte de presse ? Je peux la demander ? Alors, mais est-ce que tu es reconnu par la commission paritaire ou pas ? Ah non, je sais pas, je me disais juste, je prenais un cas, hein, si t'es monteur pour le Monde, par exemple, et que c'est toi qui travaille, t'es pigiste pour faire le montage de vidéos de journalistes, tu vois, t'es technicien, en fait. Alors, il y a des... alors, comme c'est, je vous le redis, c'est 51% des revenus uniquement. Morad, à quelles origines ? Elle est marrante, cette question. Je vous laisse deviner, tiens. ça peut être rigolo. Il y a dans la profession, il y a des magouilles parce qu'en fait la carte de presse, on peut travailler, on peut être journaliste sans avoir de carte de presse. Est-ce que tu as passé l'échange avec merde, j'ai oublié son prénom. Radija. Non, Galère. Tu sais, mince. L'échange avec la nana pro ah oui, et Fenwick. Voilà. Ouais, c'est ça. Bien sûr, on l'a regardé hier. Gallagher, Fenwick. D'accord. Voilà. Donc, on l'aime beaucoup. Vous pouvez la revoir. On n'est pas obligé d'avoir de carte de presse pour travailler. C'est un fait. Sauf que il y a des moments. Alors généralement, c'est des moments institutionnels. Par exemple, quand il y a un déplacement de ministre, j'ai suivi pendant longtemps
J'ai suivi pendant longtemps, notamment pour Reuters, les présidents de la République successifs. Là, ils vous demandent votre numéro de carte de presse, voire même ils vous demandent parfois la copie de la carte de presse pour pouvoir accéder, voilà, être accrédité. Mais sinon, factuellement, tu n'es pas obligé d'avoir une carte de presse pour bosser. C'est une reconnaissance en fait de la profession. Et il y a quand même à la clé 7 650 € d'abattement fiscal avant impôt. C'est-à-dire que vous prenez ce que vous avez gagné sur l'année, vous déclarez ça aux impôts, mais avant même de le déclarer aux impôts, vous retirez les 7 650 €. Ça, c'est pas après. Vous voyez ? Donc ça pèse un peu quand même. Et de ce fait-là, il y a beaucoup de boîtes, pour répondre à ta question, il y a beaucoup de boîtes de médias, et pas que des médias, mais il y a beaucoup de médias qui vont proposer la carte de presse comme un attrait à l'emploi. C'est-à-dire que tu vas faire un travail qui n'est pas du tout journalistique, mais pour te recruter avec un salaire de merde, on va te dire qu'on va te filer la carte de presse. J'ai des amis qui l'ont, alors qu'ils sont pas du tout journalistes. On va te filer la carte de presse, on va te déclarer comme journaliste, et ça va te permettre d'avoir un abattement fiscal de 7 650 €. Donc c'est une... Voilà, et il n'y a pas de sanction. 0 sanction derrière. La loi CKR ne s'applique absolument pas. C'est-à-dire que la commission de la carte de presse, le CCIJP, la commission de la carte de presse n'a aucun pouvoir de sanction. D'où l'urgence, effectivement, de réguler cette profession qui peut faire un mal fou. J'ai reçu il y a quelques semaines Bagayoko, Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis, et j'ai mesuré avec lui à quel point ça pouvait être d'une violence extraordinaire jusqu'aux plus hautes sphères, puisque c'est monté jusqu'à Apolline de Malherbe. Qui est, quoi qu'on pense d'elle, mais qui a une audience, c'est un fait, et qui a osé parler de la ville des Noirs. Donc j'ai mesuré et puis après elle s'est excusée elle a présenté ses excuses sur Twitter avec un tweet tout pourri, tout moisi, et il a fallu quasiment, je crois que c'est, je sais plus si c'est non, c'est pas Bompard, non, c'est comment il s'appelle, Boyard. Louis Boyard qu'elle a reçu, qui lui a dit que Bali Bagayoko avait entendu et l'a remercié pour ses excuses. Elle a dit ah oui, quand même il faut le dire, genre il faut quasiment la remercier d'avoir sorti une saloperie. Alors que j'ai vérifié, elle ne s'est excusée que sur un pauvre tweet sur sa timeline et pas du tout à l'antenne. Et en plus de ça, il faudrait la remercier d'avoir fait son excuse en catimini, quoi. C'est quand même dingue. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Et d'ailleurs, pour la loi CKR, on aimerait avancer conjointement parce que je sais que comme vous l'avez entendu, Mourad, ça lui tient à cœur et c'est très noble de sa part. Parce qu'il y a des journalistes qui pourraient se dire tiens, je vais me retrouver censuré, etc. Il y en a déjà qui m'ont dit, à juste titre, qui m'ont posé la question parmi les cracks, mais il n'y a pas déjà des lois contre les gens qui balancent des informations non sourcées? Il y a... normalement, il y a... Enfin, quoique, ouais. Il y a des lois anti-fake news maintenant, depuis... pas si longtemps que ça, depuis peut-être 6 ou 7 ans, un peu plus. Mais il n'y a pas de loi qui contraignante pour les personnes qui prennent la parole sur les médias d'information et qui disent des trucs qu'ils n'ont pas sourcés, on est d'accord. En fait, ils jouent sur la ligne. Je vous renvoie, même si ça date franchement, ça date d'il y a très longtemps. Je vous renvoie, si vous tapez sur le moteur de recherche de votre choix du web mondial PPDA Castro, vous allez tomber sur le cas d'école. PPDA Castro, donc c'est l'interview bidonnée de Fidel Castro. Donc PPDA n'avait jamais interviewé Fidel Castro, mais a repris l'interview faite, les réponses faites à une journaliste, une consoeur argentine, je crois, et a fait croire, avec des chants contre chants, a fait croire qu'il l'avait interviewé. C'est dingue ça quand même. Ouais. Et il a été cramé par. Alors je crois que c'était
c'était quelqu'un de l'ambassade de Cuba à Paris qui avait balancé l'info. Il a été cramé. Il a dû quitter l'antenne de TF1. Il présentait le 20h à l'époque. Si mes souvenirs sont bons, ça devait être 3-4 jours et il est revenu. Et l'ancienne patronne de ce qu'on appelait, je sais plus comment ça s'appelait à l'époque, mais en gros l'équivalent du CSA, vous voyez, l'équivalent de l'Arcom de l'époque, avait dit plusieurs années après, donc il n'y a pas si longtemps que ça, dans un éclat de rire, elle avait dit, et évidemment on touche au fond du problème, elle avait dit on ne dégage pas, alors qu'il aurait dû être viré normalement pour ça. Totalement. On ne dégage pas quelqu'un qui fait 40% de part de marché. Voilà. C'est ignoble. Mais alors attends, parce qu'il y a PPDA, mais il y a quand même une chaîne de commandement tout autour de gens au-dessus et de gens en dessous qui devaient être au courant qu'il n'a pas eu Castro en interview. Et c'est marrant que ça ne les ait pas interpellés chez TF1 de se dire qu'on allait publier une fausse interview parce qu'ils le savaient qu'il n'avait pas rencontré Castro a priori. Alors, j'ai toujours appris à mes nombreux enfants, je leur ai appris à dire je ne sais pas. Et là, j'avoue que je ne sais pas. Et donc, je vais pas inventer de réponse parce que honnêtement, je ne sais pas si PPDA avait dit ou pas à la rédaction en chef, s'il avait dit ou pas que c'était un bidonnage, que voilà. Honnêtement, j'ai pas cette info-là de l'époque. C'est 1991 quand même. Hein, parce que parce que ça a été diffusé du coup dans son JT de 20h. Cette interview. Oui, absolument. Bah, c'est pour ça. Comme une interview exclusive. Voilà. Tout ça. Et clairement, pour avoir un petit peu bossé à la télé à l'époque, je peux te dire que c'est pas toi, animateur, qui vient avec ta bande. Qu'est-ce que tu fais, Kevin ? Non, t'inquiète, je vais mettre un truc. Partez. Tu vois ce que je veux dire, c'est que même pour le montage, t'as quelqu'un qui le fait. Pour l'édito, il y a des gens qui valident. T'as évidemment un red chef qui va dire bon alors on parle de quoi aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas diffuser, donc c'est sûr que alors évidemment tu fais bien de dire je ne sais pas, mais par expérience c'est une évidence que tu ne peux pas agir seul, et d'autant plus à l'époque. Par exemple, si ça avait été un stream qu'il avait fait sur YouTube, là tu peux dire qu'il a fait sa tambouille tout seul devant son petit ordi et qu'il a manigancé ce truc-là. Mais et donc je trouve que c'est d'autant plus hypocrite si jamais on apprend qu'effectivement beaucoup de gens étaient impliqués, ce qui est forcément le cas, surtout techniquement parlant. À l'époque, je pense pas que ce soit PPDA qui était expert en montage. Il n'y avait pas CapCut à l'époque. Et je me dis, c'est dingue, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui pointe du doigt pour que tout le monde se dise « Ah ouais, c'est vrai que c'est pas bien de faire ça. » Parce que si l'ambassade, en plus, hein, tu me dis, a priori, de Cuba n'avait pas soulevé le lièvre, genre ça allait être juste une superbe séquence de PPDA qui serait peut-être même, qui aurait été rediffusée en mode regardez, le journalisme. Enfin bon, c'est incroyable. Bref, mais... j'aimerais aborder avec toi un sujet qui nous lie, à savoir le média, parce que la dernière fois, mes cracks m'ont posé énormément de questions sur le média. J'ai répondu à une partie des questions qui me concernaient. Et c'est de là que je me suis dit, faisons venir Mourad, parce que y avait beaucoup de questions qui te concernaient. On est beaucoup à être fan de l'œil de Moumou, que tu as fait pendant quasi 2 ans, comme 2 saisons même pas. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Alors, je précise à toutes celles et ceux qui nous écoutent actuellement que, et ça, j'ai été agréablement surpris, très étonné de savoir que Mourad Guichard, c'était sa première émission d'incarnation. Parce qu'avant, tu m'avais dit que tu avais fait juste quelques piges de radio, mais que là, c'était la première fois que tu étais à l'image, devant une caméra. Oui, tout à fait. Franchement, c'est incroyable, parce qu'on a l'impression que tu avais fait ça toute ta vie. Et quelle première fois. Le gars arrive avec son concept l'œil de Moumou et c'est le banger tout de suite, et vraiment pour le coup c'est une émission qui m'a fait regarder le média, et puis après je me suis dit tiens, et je pourrais les contacter, peut-être qu'il y a des choses à faire, et c'est comme ça après que j'ai eu la chance de rencontrer le frangin Mourad, et je pense qu'on a tous été surpris. Alors il y a plein de rumeurs évidemment, parce que quand tu as annoncé ton départ, il y en a qui pensent que c'est parce que tu as invité Sofia Chikirou, qui était à l'origine de la création du média, et que c'était un peu la fois de trop.
moi, dans la temporalité, j'avais l'impression que ça avait été acté avant cette émission. Alors, le but là, c'est de démêler les cartes. Que s'est-il passé? Si tu peux nous en parler, et ben on t'écoute. Avec plaisir, et je suis très touché que ça vous intéresse de connaître. Non, mais c'est touchant. Bah, tu sais bien, les communautés sont très chaleureuses et bienveillantes toujours. Ah, totalement. Ouais. Alors, je vais reprendre ce que tu as dit, c'est-à-dire que moi je descends l'escalier. Alors c'est un truc avec trois niveaux. Le média et le studio le plateau à l'époque était en bas parce qu'il bouge, mais il était en bas et je descends et là je vois quelqu'un de dos, je sais pas qui c'est. Je viens me préparer pour mon émission et puis en me retournant, qui je vois? Kevin Razi. Et je précise que Kevin, je le connais à la base il y a, je pense, une quinzaine d'années, alors pas personnellement, mais il y a une quinzaine, je pense au moins 15 ans, avec ce fameux sketch sur Kevin Arcueil. Voilà, je le connais depuis cette époque où il était jeune stand-upper, et j'ai toujours eu une espèce d'admiration pour son travail. J'ai toujours adoré ce qu'il faisait. Et puis je l'ai vu, pardon, je parle de toi à la troisième personne. Je l'ai vu évoluer jusqu'à ce moment magnifique où je l'ai vu sur scène. J'ai eu le plaisir avec mon épouse d'être invité à le voir sur scène pour la pièce Passeport, où là j'étais scotché de voir que en plus d'être un très bon stand-upper, je trouve, il avait ce talent de comédien et que tu avais été accessoirement nominé au Molière. Et donc voilà, j'ai une certaine admiration pour ton travail, je te le dis très clairement. Merci. Et donc de voir que tu étais là effectivement et que tu étais venu en plus pour assister à l'émission, et d'ailleurs tu es passé à l'antenne quelques secondes, j'étais extrêmement touché. Et donc je te suis tombé effectivement dans les bras, on s'est embrassé, et comme tu l'as souligné, c'est pas moi qui l'ai dit, c'était la première fois. Ouais. Il y avait un peu de chaleur humaine dans cette boîte, et je n'ai jamais compris pourquoi. Alors c'est une stagiaire de 3e qui était là avant que je parte, qui avait dit après sa première journée que l'ambiance était grisâtre, et j'ai trouvé la définition parfaite. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça. Une gamine de 13 ans qui capte comme une éponge l'ambiance grisâtre de ce média qui devrait être. Alors je demande pas qu'on fasse tourner les spliffs, c'est pas la question. Je demande pas qu'il y ait des canettes de bière partout. Oui, et alors je précise, pardon, moi je demandais pas à ce qu'on m'embrasse à chaque fois que je débarque. Mais quand je dis que ça manquait de chaleur, c'est que on me disait un bonjour d'open space. C'est genre tu t'arrives, bonjour. Et voilà, tu vois, il y a que Amina Kalash qui s'est levée, qui m'a dit salut, comment ça va, machin, et Moradisha. Et tu vois, on se retrouve finalement, mais voilà, c'est juste ça. J'attendais pas de la bise. Il y en a qui aiment pas ça et tout, il y a pas de souci, mais c'était juste qu'il y avait pas, c'était pas très chaleureux, quoi, tu vois. Je préfère. Non. D'ailleurs, il y a une charte, de bonne conduite qu'on est obligé de signer pour le coup. Alors, on signe pas la charte de Munich, mais celle-ci, il fallait la signer, c'était obligatoire. Qui démarrait par le fait de dire que quand on arrive, il faut dire bonjour. Ensuite, article 2, on peut dire bonjour de la main ou faire un coucou collectif. Le degré de débilisation, d'infantilisation arrivé à ce bout-là, de faire une charte pour dire qu'il faut dire bonjour quand on arrive. Je sais pas où on est, quoi. Je sais pas où on est, et donc voilà, j'ai baigné dans cette ambiance-là, cette ambiance grisâtre, pour reprendre les termes de la stagiaire, la jeune stagiaire. Pendant 2 ans, j'ai senti une hostilité. Alors c'est peut-être, je pense que ça relève peut-être de la jalousie, je sais pas exactement, mais je ne suis pas, j'insiste là-dessus, je ne suis pas parti.
j'ai dû partir parce que je sentais poindre quelque chose de malsain qui relevait de l'accusation potentielle de harcèlement moral ou je ne sais quelle autre connerie, sachant que je suis 1 heure par semaine aux médias, dont 50 minutes en plateau. Je voudrais harceler qui que ce soit, j'aurais pas le temps. Donc c'est c'est une ambiance pourrie. Alors moi, j'ai fait le choix depuis, donc je fais de la critique média depuis 20 ans maintenant, 25 ans, enfin 20 ans. J'ai fait le choix de travailler chez moi, d'avoir mon bureau chez moi, de profiter de mes enfants, de mon épouse et ainsi de suite, et d'avoir une qualité de vie un peu sympa en province. Enfin bref, ça me coûte très cher. Je gagne la moitié de ce que je pourrais gagner, voire moins, de ce que je pourrais gagner si j'étais à Paris. Mais c'est comme ça. J'ai refusé des 2 postes de rédacteur en chef à Paris parce que ça m'aurait obligé à me déplacer ou à faire le trajet tous les jours. C'est ce qui est juste pas envisageable. Donc j'ai fait ce choix-là. Donc je peux être une tête de con, je peux être chiant, je peux être quelqu'un qui a pris des habitudes et qui ne supporte plus la vie en entreprise. C'est pas très loin d'être faux. Mais ok, vous ne verrez plus jamais Djemil, vous ne verrez plus jamais Nadia, vous ne verrez plus jamais Fabrice, dont le contrat a été rompu et qui était menacé. Vous savez, Fabrice, c'est lui qui présentait qu'un collier de barbe, un copain d'origine africaine qui a un collier de barbe et qui présentait l'émission avec moi pendant un petit moment. Après Théophile, vous l'avez remplacé. Voilà. Vous ne verrez plus Théophile. Et qui était absolument. Et qui était menacé d'expulsion dans son pays parce que s'il avait plus de contrat, il avait plus de papier, et s'il avait plus de papier, il était renvoyé, et s'il était renvoyé, enfin expulsé pour parler très clairement, il risquait la prison parce que il a des opinions sur son gouvernement d'origine que je ne citerai pas, qui sont pas forcément celles qui vaudrait un accueil présidentiel à l'aéroport. Et malgré ça, en toute connaissance de cause, ils lui ont rompu son contrat pour des guerres claniques complètement débiles. Ils lui ont rompu son contrat parce qu'il faisait partie du mauvais clan. Voilà. Et vous ne verrez plus Mina Kalash non plus. Ça commence à faire beaucoup au bout d'un moment. C'est quasiment un quart même plus qu'un quart. C'est la moitié de la rédaction, en fait. Ah ouais. Factuellement, parce que le reste, c'est des techniciens. Donc, quand tu as la moitié de la rédaction qui est en arrêt maladie, qui te traîne devant les prud'hommes et qui ne reviendra plus jamais, peut-être tu te poses des questions. Et je pense que le problème de fond, pour terminer, c'était un peu long, excusez-moi. Non, mais c'est pour ça qu'on est ensemble. Je pense que pour terminer, là-dessus, je réponds à vos questions. Je pense que c'est sympa, les coopératives. C'est un côté California Dreaming, sauf que dans toutes les boîtes où j'ai bossé, notamment à Libération par exemple, où j'étais un moment représentant syndical, alors j'avais quelqu'un que j'appréciais pas plus que ça en face de moi, une DRH, je ne veux pas citer son nom, mais au moins elle connaissait son boulot. Et je pense que donc on avait des affrontements, mais au moins j'avais quelqu'un qui connaissait ce travail de gestion des ressources humaines. Et je pense que le problème des boîtes de gauche, alors je l'avais cité à l'antenne déjà ce truc-là, mais ça m'avait été reproché, comme on m'avait reproché de pas traiter de con Jordan Florentin d'Arocha Hitler, de pas le traiter de con. Enfin, qu'est-ce que je peux faire de plus qu'est-ce que je peux faire de moins que ça? C'est donc il y a un problème de, je pense, c'est un avis, c'est pas une accusation. Je pense qu'il y a un problème d'incompétence, parce que souvent dans les boîtes de gauche, on pense que parce qu'on est de gauche, ça va aller quoi, tout va bien se passer. Bah non. Et moi, j'ai mesuré à quel point ils ne connaissaient absolument pas mon métier. J'ai eu des discussions avec eux pendant 1h30 avec le fameux directoire, DAS directoire, pendant 1h30. Sur des questions notamment salariales, parce que j'ai longtemps été payé 800 € par mois pour faire ma chronique, le truc de ouf quand vous savez que là ils viennent de se servir dans la caisse à hauteur de 1 000 € chacun au directoire par mois, alors qu'avant c'était bénévole et militant.
Donc il y a un moment, non. Je pense que l'incompétence, c'est comme quand on est con ou mort, on le sait pas qu'on est incompétent en fait. C'est la base. Je pense que l'incompétence fait que les dramas vont se reproduire. Les guerres de clans vont se reproduire ad nauseum et surtout ad vitam aeternam, et que tout est créé dans cette structure pour faire en sorte que tout se reproduise tout le temps, et que ces jeunes gens, ils sont gentils, hein, ils sont très gentils, et c'est peut-être le problème d'ailleurs. Ils sont très gentils, mais ils sont pas des RH, ils sont pas gestionnaires de boîte. Ils ne connaissent pas les relations humaines dans une boîte. Ils n'ont pas d'expérience. Ils ne connaissent pas le milieu du journalisme comme certains le connaissent. Et ils ne profitent pas de l'expérience dont ils pourraient tirer quelques enseignements peut-être de la part de gens qui, alors pas forcément mon âge, parce que moi j'étais le plus ancien, le plus vieux, du haut de mes 56 ans, et la plupart ont l'âge de mes gamins. Sauf qu'ils n'ont pas l'humilité de mes gamins et qu'ils apprennent pas. Ils pensent avoir la science infuse et de pouvoir gérer une boîte. Et j'ai l'impression qu'ils sont là plutôt pour leur déroulement de carrière très personnel que pour l'intérêt de la boîte. Et je le regrette profondément. Et j'ai l'impression que moi je pensais qu'elle allait avoir un avant-après Théophile au départ, parce que tu sais, après son départ il y a eu un remaniement, etc. On lui a reproché, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui posent des questions par rapport à ça, d'avoir un management toxique, et que par conséquent, parce que c'était le rédacteur en chef, hein, je dis pas de bêtises, hein, ou directeur Oui, tu as raison, c'était le rédacteur en chef. Pardon, juste, je te coupe. Ouais, vas-y. Quelqu'un dit, c'est Cory. Tu as oublié deux collègues, Morad, Bertrand Bernier et Khadija Gebrani. Oui, je les ai pas oubliés, Cory. C'est juste que je parlais des gens que vous ne verrez plus à l'antenne. Mais effectivement, il y a d'autres personnes en back-office, pour parler correctement le breton, qui effectivement, c'est un clin d'œil à Cory, qui est en Bretagne, qui effectivement aussi sont partis. Oui, il n'y a pas que les noms que j'ai cités là, il y a d'autres noms et il y aura d'autres départs, forcément. C'est une machine à broyer, et quand le Théophile, l'ancien rédacteur en chef, a été piégé, parce que je l'ai appris après coup qu'il a été piégé, donc il y a une motion de défiance. Vous savez, c'est un truc que votent les journalistes pour dire est-ce qu'on garde, est-ce qu'on garde pas. Il a été viré suite à ça, mais en fait c'est un piège, parce qu'il était en train de négocier quelque chose et qui lui a été retiré. Justement, on pensait, moi le premier, on pensait qu'une nouvelle direction allait changer la donne, que ça allait bouger, que ça allait être positif et compagnie. En fait, c'est encore pire que pire, parce que on a réalisé que c'était un jour sans fin, que les promesses n'ont pas été tenues, sauf celle du coup, je le redis, mais de s'augmenter considérablement sur le dos des sociaux, et des petites mamies que je rencontre ça et là, qui grattent les fonds de tiroir pour verser 5 € aux médias tous les mois. Vous imaginez, 1 000 € par mois chacun, ils sont 3 000 € par mois, enfin 900 € je crois net. Voilà, donc non, c'est pas la philosophie, me semble-t-il. Et oui, je réponds à la question à ta question de départ. C'est une ambiance pourrie. Au début, j'avais du plaisir à arriver parce que je retrouvais mes invités, qui sont des copains en général, et j'avais du plaisir autant à partir. À la fin, j'avais même plus le plaisir d'y aller. C'est-à-dire que j'allais dans le bar du coin pour préparer mon conducteur, et j'arrivais 1 minute avant l'émission parce que je voulais passer le moins de temps possible là-bas. Et oui, non, c'est une ambiance complètement pourrie. Et je ne comprends pas qu'avec des moyens comme ça, avec des locaux comme ça, avec du matériel, avec une équipe jeune, il n'y ait pas un dynamisme qui donne envie de travailler. Et oui, quand j'ai invité Sophia Chikirou parce qu'elle avait un programme pour Paris sur les médias indépendants, et Bruno Gassio, l'un des pères fondateurs des Guignols de l'info, il y a eu un conseil de guerre. Ça se retrouve dans la presse, hein, ce que je dis là, c'est pas je dévoile pas des choses, des secrets d'affaires. Je crois qu'on a Théophile dans le chat. Salut Théophile. Ah ouais?
Bah, Tekwamuo, je crois que c'est lui. Il est en train de préciser... salut Théo. Il est en train de préciser quid de la situation, je crois, par rapport à Fabrice, si je dis pas de bêtises. Enfin non, parce qu'il répond à... Elle était venue accompagner son compagnon, venu parler d'une députée qui le virait alors qu'il était travailleur étranger en fin de carrière. Ah non, c'est autre chose. Pardon, autant pour moi, tu répondais à autre chose. Non, c'est pas grave, mais c'est vrai que du coup, comme je parle... Alors attends. Puis elle a participé à l'éviction de Fabrice... Oui, il parle de Marion. Oui. Alors c'est qui est au directoire. Mais non, il y a. Mais d'ailleurs, tiens, on vient de me demander ça appartient à qui le média, c'est qui à la tête, comment ça fonctionne, parce qu'il y en a qui pensent que ça appartient, tu sais, comme c'est le modèle, à un investisseur, etc. Tu peux expliquer un peu ce qu'il en est? Non, le média touche un peu d'argent parce que bon, il se débrouille pas plus que ça pour aller taper aux portes, mais bon, il touche un peu d'argent, mais le principal, alors du coup, s'il y a Théophile, il va pouvoir répondre. Le principal vient de ce qu'on appelle les sociaux, c'est-à-dire les adhérents, les abonnés, qui versent à partir de, je crois que c'est 5 € par mois. C'est là que vient le principal. Et il y a évidemment les recettes aussi publicitaires avec les vidéos sur YouTube notamment, les chaînes. Mais voilà, c'est un modèle. C'est un modèle du type Scope, un modèle de coopérative qui, je pense, est très bancal, d'autant plus bancal que il dépend là pour l'instant d'un clan appuyé par le syndicat. Je rappelle que le syndicaliste Maison a été celui qui a tweeté au moment où j'ai dû partir, et que parce qu'en fait, pour leur couper l'herbe sous le pied, dès que je suis parti, dès que j'ai compris qu'il y avait un piège qui se tramait, dont le média a le secret, pour broyer les gens comme Mina par exemple, Kalash, je vous invite à aller voir son compte Twitter, elle explique tout. Je leur ai coupé l'herbe sous le pied, c'est-à-dire que j'ai communiqué tout de suite et j'ai demandé à ce qu'ils rendent des comptes aux sociaux et qu'ils les expliquent pourquoi c'était terminé. Et ils ont fait un communiqué pourri pour expliquer que, en gros, vous pouvez aller le voir, hein, tout est en ligne, que j'aurais décidé moi-même, j'avais souhaité partir, mais qui lâche du jour au lendemain travail, salaire, communauté, comme ça, sur un coup de tête. Mais c'est inimaginable. Et donc, j'attendais qu'ils sortent ce fameux communiqué pourri pour montrer la mauvaise foi patente de cette boîte. Et ils l'ont fait. Voilà. Donc, j'ai obtenu gain de cause. Et j'ai pu répondre pardon de le dire comme ça, mais à ma communauté, j'ai pu répondre que non, c'est impensable. Personne ne peut imaginer que je sois parti de mon plein gré. C'est faux, c'est un mensonge, c'est un piège dans lequel j'aurais pu tomber et dans lequel je ne suis pas tombé parce que je suis parti à temps. Mais j'ai dû partir, j'ai dû quitter cette boîte. Ça n'est pas de gaieté de cœur, bien évidemment. Oui, voilà, c'est ça la nuance. Parce qu'en fait, eux, je me fais l'avocat du diable, ils vont dire bah non, c'est lui qui nous a dit qu'il partait. Mais toi, t'es parti parce que ce n'était plus vivable d'y rester. Donc en fait, t'as anticipé le truc de ouais, bien sûr. Théo qui nous précise d'ailleurs que la SCOP c'est uniquement salariés, et là en fait c'est une société coopérative d'intérêt collectif, donc il y a plusieurs collèges sociaux, salariés, bénévoles et partenaires, et des gens à la tête, et qui ont tourné, parce qu'après le départ de Théo il y a eu un remaniement, et c'est là que donc Marion, qui est arrivée il n'y a pas si longtemps, Marion Lopez, a fait partie du directoire. Et alors, directoire, il y a un technicien qui s'appelle Diego, j'ai oublié son nom de famille. Il y a Marion Lopez que vous connaissez. Diego, vous savez, c'est celui qui a la casquette qui apparaît avec Marion au début de ses chroniques. Et Lisa Lapp. Ils sont plus ou moins tous anciens syndicalistes Maison, et donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le syndicaliste Maison, sans qu'il soit contrarié par la direction, a posté sur Twitter le fait que j'étais misogyne, antisémite, et que je me comportais comme un connard. Donc quand vous avez le syndicaliste Maison, qui est la personne qui est censée vous défendre, Lorenzo, je sais plus son nom de famille et je m'en fous,
Lorenzoro sur Twitter, quand il poste ça, je me dis mais c'est pas possible quoi. Et le mec dans sa bio il y a marqué CGT SNJ CGT le média hein, CGT le média, je veux dire c'est dans sa bio. Donc il parle qualité. Quand vous avez un mec comme ça qui vient vous traiter d'antisémite, vous imaginez traité d'antisémite et de misogyne, enfin je veux dire c'est à quelle heure, enfin je veux dire sur la base, j'arrive pas à voir sur quelle base. Sur la base d'une fils de puterie, parce qu'il y a évidemment aucun élément. Mais pardon, mais parce que ça, tu portes plainte, sinon. Enfin, je veux dire. Alors, moi, je l'ai posté le tweet. Hein, j'ai posté la capture d'écran exprès. La seule chose que me dit le média, et j'ai toute trace, c'est de me dire il faut effacer ton retweet. Je veux dire, ça va pas la tête. Et ton nom est pas cité. Alors qu'en fait, il reprend exactement le tweet initial avec les mêmes termes, en disant que je suis je me suis comporté comme un connard, je suis misogyne. Alors, imaginez un quart de seconde, Morad, puisque tout à l'heure on me demandait mes origines, Morad antisémite. Imaginez un quart de seconde le danger que ça représente balancé par un soi-disant mec de gauche. D'ailleurs, je sais pas si ces gens-là sont de gauche fondamentalement. J'avoue que je sais pas. Mais posté par un mec soi-disant de gauche, d'un média de gauche, enfin, c'est diabolique. Ça peut me coûter très cher. Très cher. Bien sûr. C'est parti loin. Et d'ailleurs, Cécile demandait juste avant dans le chat quid de Paul Hellec. Est-ce qu'il faut continuer de le suivre ou pas ? Je me pose la question. C'est vrai que moi, je l'ai croisé qu'une fois. On a papoté, très sympa. Lui, il est resté pour le coup, Paul. Resté, il a vu ses piges réduites drastiquement. Il y a de moins en moins d'ailleurs de chroniques, il y a de moins en moins de pigistes, il y a de moins en moins de journalistes. Il a vu ses piges couler. Alors où est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui, notamment des pointures comme Bélir Nabli. Le prof de droit international, que vous ne le reverrez plus. Mais jamais. Oui, c'est vrai qu'il était. On avait la chance d'avoir Bélir en plus, avec Fabrice d'ailleurs, non ? Oui, exactement. Et Bélir a fait partie des signataires. Oui, Théophile, on va parler de la pétition que j'ai vu passer. Bélir donc était avec notre ami Fabrice. Quand Fabrice a été menacé de voir son contrat rompu, il faut que vous imaginiez quand même. Fabrice, 15 ans, Fabrice Bimo, 15 ans de journalisme. Il a bossé sur l'international notamment et aux médias, comme vous le savez. Il a bossé avec l'excellentissime Bélir Nabli, professeur de droit. Il est démis de ses fonctions du jour au lendemain. Donc, on lui avait promis un CDI et par vengeance entre clans de copains et de coquins, et son contrat a été rompu. Et il a été obligé, jusqu'à il y a très peu de temps, il a été obligé de prendre un boulot. Alors imagine, je te mets à sa place, mon cher et talentueux Kevin. Il a été obligé de prendre un job, sans mépris par rapport au job, mais il a été obligé de prendre un job de gardien d'hôtel de nuit pour pouvoir avoir des fiches de paye et pour pouvoir rester sur le territoire français. Ah là, ah ouais, d'accord. Média de gauche. Donc voilà, on en est là. Donc cette boîte va à volo et ils ont un aveuglement qui force mon admiration, franchement. Juste pour répondre à Théophile, je t'ai envoyé cette nuit, je crois, je t'ai envoyé en SMS une pétition que j'ai vu passer sur le média. Est-ce que tu l'as ou je te la renvoie? Moi, pardon, je croyais que tu parlais à Théophile. Non, à toi. Mes opinions. Attends. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors, oui, je l'ai. Non à la destruction du média de l'intérieur. Appel à un sursaut. Il y a 28 signatures. Je vous la mets dans le mettre en... Ouais, je le mets. Ouais, s'il te plaît. Et si les modos veulent l'épingler, voici la pétition. Non à la destruction. Ah, mais c'est intéressant ça. Faut que tu nous en parles. Non à la destruction du média. Donc ça veut dire que il y en a qui n'ont pas envie que ça coule, mais au contraire, que ça redevienne... de faire en sorte de reprendre le média pour que ce soit
Que ce soit voilà, c'est de nouveau sur des rails. D'accord. Alors, peut-être que Théophile peut nous répondre. Je pense que c'est un appel à l'implosion et pas à l'explosion. C'est-à-dire à ce que on change de gouvernance, qu'on mette des gens compétents, des gens qui connaissent le métier des médias, qui connaissent le monde de la presse, qui connaissent le monde numérique, et qui s'improvisent pas chef de boîte médiatique. Alors, chef de boîte, j'ai envie de dire qu'on peut être chef de boîte. Bah là, chez moi, là, il y a des gens qui refont les combles. C'est des jeunes entrepreneurs très sympas par ailleurs. Je discute avec eux, je leur ai parlé de tout ce qui est paperasse et tout, ça vous fait pas chier. En gros, est-ce que tu préfères pas être salarié plutôt que entrepreneur avec toute la paperasse et les conneries comme ça? Et en fait, non, ils arrivent à s'en sortir, ils ont des conseils et des machins, ça va, donc ça marche. Et ils sont entrepreneurs solo, donc bon, ils ont pas à gérer de personnel et compagnie. Quand tu es dans une boîte comme ça, et en plus dans un média, c'est quand même important. Il y a un poids moral. C'est pas un métier où t'es en solo tranquille dans tes combles à bosser chez le client. C'est autre chose. Tu façonnes l'opinion, on te fait confiance, et quand cette confiance est trahie à ce point-là, je pense qu'il faut envisager c'est pour ça que je parle d'implosion, il faut envisager quelque chose mais allez vraiment aller voir les messages de Mina Kalash, elle est complètement broyée, elle est en arrêt maladie longue durée, parce qu'elle ne tient plus, elle ne supporte plus ce qui s'y passe. Et je trouve ça gravissime. Et en plus, pardon de le dire comme ça, mais ce sont et donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de peut-être potentiel jalousie, ou je sais pas de la part de qui, enfin je pense un peu quand même, mais ce sont alors je me mets pas dedans, hein, je vous rassure, mais ce sont les meilleurs qui sont partis. Tu peux largement te mettre en tête, hein, t'inquiète pas. Mais c'est quand toutes tes têtes d'affiche, tous les gens identifiables se barrent. Bah, il y a peut-être un moment, faut te poser la question, quoi. Toi, t'as reconnu, je me rappelle, j'étais là quand t'as reconnu Mina Kalash, qui est venue te saluer. Mais je veux dire, quand toutes les têtes d'affiche identifiables qui incarnent le média se barrent, et que t'es pas foutu de te dire, bon, j'ai peut-être merdé, quoi. C'est peut-être moi qui fais de la merde, peut-être que je me remette en cause. Bah, en plus, il y a un petit problème. Et c'est con. Alors, et vraiment pour le coup, je pense que c'est un pur hasard. Mais moi, si j'avais contacté le média et que j'étais content de collaborer avec le média, parce que il y a aussi ce facteur-là par rapport à Blast, où quand j'arrive, je suis accueilli par le rédacteur en chef qui est à l'époque Théophile, qui est noir, il y a du Mourad, il y a du Amina, il y avait Nadia qui est voilée, qui fait son émission, et j'ai trouvé ça cool de me dire, putain, ça fait du bien d'avoir un média où il y a une diversité. C'est pas, évidemment, c'est des gens talentueux, Fabrice, mais c'était cool de me dire, ah bah c'est un média qui me ressemble aussi parce qu'il y a plein de gens différents et qui cohabitent avec les Lisa, les Thomas, les Marion et tout, et donc ça, c'était cohérent pour moi, et je m'y sentais bien. Or, et en plus de ça, tu rajoutes le prince de Bel-Île, comme on l'appelle maintenant, Bel-Île Nabli, et l'œil de Moumou, et on a une super belle équipe, et c'est vrai que, hasard du calendrier, comme ils adorent dire, tous les départs sont majoritairement des gens racisés, et tu te dis, bon bah c'est con parce qu'en fait ils sont en train de perdre ce qui les différencie, à mon sens, au-delà du talent de toutes les personnes qui ont quitté, c'était aussi d'apporter cette diversité qu'on n'a pas dans les médias traditionnels et tout, et qui d'un coup donne encore plus de poids à ce média où tu te dis, ah là ils amènent quelque chose, et c'est pas que dans l'édito, c'est dans tout, et c'est vrai, des gens compétents qui viennent de partout. Et vraiment, là, tu te dis, putain, c'est con. Et encore une fois, je dis pas que c'était une cabale contre les gens racisés, etc. Parce qu'en fait, on est tous partis pour des raisons à peu près similaires, mais qui n'étaient pas liées à des guerres de discrimination ou autre. Moi, à titre personnel, ils m'ont toujours dit, bon, quand est-ce que tu reviens, etc. Et au début, j'avais envie, et puis de fil en aiguille, je me suis dit, bon... Au fait, j'ai plus trop envie parce que, tu sais, je suis un vieux bonhomme, hein, j'ai 38 ans maintenant, j'approche de la quarantaine, j'en ai déroulé du câble. Et c'est vrai que, tu sais, quand tu arrives à un certain âge, tu te dis,
Non, mais j'ai pas à me forcer. En fait, tu vois, au début, au début, t'as la hargne, tu fais feu de tout bois, tu vas jouer partout, tu vas écrire partout, t'es prêt à tout faire. Et puis après, quand tu vois, t'arrives à un truc, tu dis, je pense à ma santé mentale tout le temps et aux choses que j'ai envie et aux choses que je n'ai pas envie. Et là, je me suis dit, j'ai plus trop envie, voilà, je me dis, non. Et c'est dommage, et c'est vraiment, et il perd de ça, je trouve, le média, là. Ah mais oui, c'est dommage. Moi, là-dessus, alors, on me demande si je voudrais reprendre les rênes du média. Non, le média et moi, c'est terminé. Je veux plus jamais avoir à entendre parler de ce média, plus jamais de la vie, pour la même raison que mon cher Kevin, à savoir que comment je faire des phrases à la con, mais on vit qu'une fois et moi j'ai pas de temps à perdre et donc pour moi la page est tournée, complètement tournée et pour répondre à une autre une autre affirmation que je trouve très intéressante, où est-ce qu'elle est? Voilà, c'est mince, je suis désolé, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Quelqu'un très gentiment disait que il ou elle venait sur le média pour voir l'émission L'œil de Moumou. Voilà, c'est ça. C'est alors chez vous. Qui dit pour moi le média c'était Mourad, 2 points d'exclamation. Alors je me suis rendu compte de ça suite à mon départ que en fait oui, il y a énormément de gens qui pensaient regarder le média, qui en fait regardaient l'œil de Moumou. Bon alors c'est plus que sympa, mais effectivement oui. Il y a des gens qui venaient sur le média uniquement pour cette chronique et du coup ils avaient l'impression de regarder le média. En fait ils regardaient cette chronique hebdomadaire et donc je vais pas laisser retomber ce soufflet bien évidemment et je suis en train de travailler et ça avance beaucoup. Ça a surtout avancé. On est quoi là? On est jeudi 9 ça a surtout ça a surtout avancé hier. C'est marrant. Alors qu'on avait prévu de se voir avant. Ouais. Alors je peux pas vous en dire plus parce que je suis en négociation, mais pour que alors ça s'appellera. Alors par contre ça je peux vous le dire, ça s'appellera Mon œil et la chronique va atterrir sur un autre média avec des gens avec des gens professionnels sérieux et qui connaissent le métier de journaliste. Ah trop bien, c'est une belle annonce que vous avez, mes chers cracks. Mourad is back dans Mon œil. Ah, on a trop hâte de voir dans quel média. Alors là, je vous laisse lancer les paris. Il ne répondra pas, mais je suis curieux de voir. Alors là, ça nous dit quoi? Nova directement, évidemment, tout le monde pense à ça. La radio de tous les goats. Non, mais en tout cas, je suis trop content d'avoir cette exclusivité mondiale et ce live qui va faire un peu de bruit dans notre petite sphère médiatique frontière. Alors c'est marrant. Attendez, je vais devoir bouger un tout petit peu, 2 secondes si ça vous embête pas. Non, bien sûr. J'avais dit, puisqu'on parle de frontières, j'avais dit à mon fils que s'il n'avait pas des meilleurs résultats scolaires, il ferait son stage de 3e à frontières justement. Donc depuis tes enfants ils sont très au courant de la politique, des médias digitaux, etc. C'est Ah oui, complètement, parce que d'abord quand je suis au téléphone pour des interviews ou autres, ils m'entendent. La maison est assez ouverte là où on habite, donc bon ils m'entendent et ils suivent ça. Ouais, je me rappelle du petit dernier là, Paul. Qui avait demandé alors ils en sont où de leurs 500 signatures alors qu'il avait ah ouais ouais, pour la présidentielle. Donc alors qu'il avait 8 ou 9 ans. Mais non, oui, il baigne là-dedans. J'ai un grand garçon qui a été candidat au municipal du côté d'Angoulême. Et ma fille, et alors c'était par affinité, c'était lui pour Lutte ouvrière. Donc il m'a doublé sur la gauche. Il m'a doublé par la bande d'arrêt d'urgence. Et ma fille m'a aussi doublé sur la bande d'arrêt d'urgence puisqu'elle est militante aux jeunes du NPA. Voilà. Wow. Donc,
Ouais. Les gens chez moi sont engagés politiquement, ils sont au fait de l'actu, tout le monde te connaît, donc non, ils suivent mon actu. J'essaye de pas trop en parler parce que voilà quoi, j'aime bien séparer la famille et le taf, mais oui, ils sont complètement au fait. Si tu parles à mon petit dernier là, à notre petit dernier pardon, qui a 13 ans, si tu lui parles de frontières, il sait qui c'est. Hein. Je pense même que oui, parce que d'abord il regarde il regarde ce que je produis. Je leur envoie parfois des tweets avec des extraits de vidéos. On a un groupe WhatsApp familial. J'envoie les extraits vidéo qui me semblent les plus chelous, les plus marquants. Et donc ça, non, ils sont au fait. Ouais. Mais c'est impossible je pense, dans un milieu comme celui-ci, un milieu familial comme celui-ci, c'est impossible de pas être légèrement imprégné, pour pas dire imbibé de ce que tu fais. C'est un métier qui touche à tout. Donc de facto ils sont au courant évidemment de ce que je fais. Tiens, Poutou NPA, Poutou le sniper. Eh ben Philippe Poutou, je vous annonce. Alors il y a cette fameuse photo que vraiment j'adore. Je l'adore cette photo, où il y a Kevin, Emeric et moi. Ah oui. Tu sais, à l'université d'été. Voilà, de rêve. Donc j'y retourne cette année, mais avec plus d'activité. Yeah. Voilà, donc je vais faire des interviews en fait sur place. Je suis embauché, je vais être salarié pour faire des interviews et donc il y aura Poutou, Philippe Poutou. Il y aura Sandrine Rousseau, il y aura on attend la confirmation, mais il y aura l'ambassadrice de Palestine et j'espère, on est en train de négocier avec Francesca Albanese donc la rapporteuse pour l'ONU des territoires occupés. Voilà, ce serait vraiment génial qu'on l'ait. Un line-up incroyable. Ce serait bien, ouais. Et alors, je te prends un témoin, mon très cher Kevin. L'ambiance est quand même sympatoche. Alors là, pour le coup, je leur en ai parlé aux Cracks et je leur ai dit, quand tu arrives à l'Unirêve Cité, très exactement, ce qui est génial, c'est qu'il y a des animaux de partout. Il y a des chiens qui assistent qui se posent sur le côté et tout. Et très vite, on t'alpague. Tu te retrouves à parler avec un gars qui a un stand sur anti-corrida. Et puis après, tu croises... tu croises Mourad Guichard, tu croises Chaka Ponk, Fras. Et puis tu te poses et tu discutes. Pierre-Emmanuel Barré. Non, franchement, c'était trop cool. Et là, pour le coup, c'était une ambiance chill de gauche, tu vois. C'était vraiment à la bonne franquette. Il y a des enfants avec leurs parents. Il y a plein de petits stands partout. C'était vraiment cool. Je me suis dit, putain, mais ça va, c'est cool, en fait, tu vois. Ah, vraiment, j'adore. Ah ouais. Et en plus, c'est au large des feux de Tours. C'est-à-dire que c'est pas du tout en ville, c'est à la campagne, dans un truc, une mini fête de l'humain, en fait. Non, c'est vraiment l'ambiance. Je vous le dis parce que si on peut s'y retrouver, vous et moi, vous êtes les bienvenus parce que les préinscriptions ont démarré là. Mais c'est vraiment une ambiance très, 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 très sympa. Franchement, très sympa. Eh ben, on note en tout cas. Merci. Est-ce que tu as un autre sujet ou une autre annonce que tu voulais nous faire ? Tu nous as déjà bien gâtés. Non, pour terminer, alors, sauf s'il y a des questions sur mes origines stéphanoises, mais j'attire juste pour terminer votre... mais je sais que mon cher Kevin le fait régulièrement, mais c'est quand ? C'est le 21, 22, 23 août. Je sais que Kevin le fait régulièrement, mais vraiment, si on pouvait se saisir de la question là pour les échéances qui vont arriver, les échéances électorales qui vont arriver, si on pouvait se saisir, s'il vous plaît, de la question des médias, que les citoyens s'emparent de cette question en face à quelque chose de central et que toutes et tous
puisse, mais c'est pas un secret de polichinelle, hein, on va se retrouver notamment avec Émeric Caron et avec Kevin sur ces questions-là, peut-être avec Aurélien Saint-Toul, je vais voir avec lui aussi, mais si on pouvait avancer là-dessus, s'investir et faire en sorte que oui on pousse que les citoyens puissent s'investir dans les médias et qu'on arrête ce qui moi m'effraie parce que j'en vois pas le bout. J'en vois pas la résolution. L'affaire évidemment Bali a été essentielle. L'affaire, et j'ai vu, et je te remercie infiniment, que tu avais repris ma vidéo sur le site. Ouais, avec Khadija, ce qui s'est passé avec Khadija, enfin, je veux dire, c'est Paul Larouturou, je le rappelle pour. Ouais. Mais vous êtes qui ? Le fameux, mais vous êtes qui ? Ouais, non, mais c'est totalement abject. Ça mériterait un t-shirt. C'est vraiment la phrase, tu vois, genre on est chez nous, quoi. Ouais. Ouais. C'est pas loin de ça, en fait, hein. C'est pas, ouais. Parce que on est entre nous, là. Mais ouais, voilà. Ouais, on est chez nous. En fait, c'est quasiment un t-shirt de frontière, quoi. Donc voilà, ça part en vrille, complètement, et je ne vois pas le bout. Donc la seule solution, ça va être de reprendre si tant est qu'on l'ait eu déjà un jour, mais de prendre le pouvoir, quoi, sur les médias, parce que c'est pas possible. Et je rappelle que c'est je le redis, mais c'est important, c'est la seule profession soi-disant réglementée qui a une carte de presse que j'ai pas sur moi, mais qu'il faudra que je vous montre parce qu'elle est complètement, c'est complètement lunaire. C'est bleu, blanc. Enfin, vous tapez carte de presse, vous allez voir, c'est bleu, blanc, rouge, comme si on avait une carte de flic. Qui n'a pas de conseil de l'ordre. Ouais, alors, non, c'est pas normal. Qui n'a pas de sanction, qui n'a pas de remise en cause, qui peut balancer simplement, et c'est un bon exemple que tu as pris tout à l'heure avec Apolline de Malherbe, balancer un tweet pour dire je savais pas. Tu savais pas quoi? Ton travail, c'est quoi? C'est de savoir quand même avant d'affirmer des choses. Donc c'est terrible. Ça peut nous coûter très cher à l'approche de la présidentielle. Donc rejoignez mon cher Kevin et rejoignez son combat pour la loi. Notre la loi combat. CKR. Rejoignez-nous. Oui, c'est vrai. Bah c'est ouais. vrai. Voilà. Carrément. C'est ultra. Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vais te demander, Kevin, juste d'attendre quelques secondes. Merci, je suis pas le patron. Le patron, c'est lui. Ben non. Kevin. Ah non, c'est de l'autre côté. J'attends juste quelques secondes, voir s'il y a une dernière question pour pas. Il y en a plein. Moi, j'en vois plein, mais. Après, alors, il y en a, on a répondu à certaines, mais je pense que vous êtes arrivés. Que penses-tu de Barbara Lefebvre et des grandes gueules en toute tranquillité et sans haine? Non, mais ça fait partie des exemples, évidemment. Bah oui, ça fait partie des exemples. Et alors, on n'a dit pas le physique, hein. On est d'accord. Oui. Quand vous voyez cette fameuse vidéo où elle dit tous les Gazaouis sont coupables, tous les citoyens de Gaza sont coupables comme le Hamas, mais je veux dire, mais c'est à gerber, quoi. Et que que ces pourritures intellectuellement parlant, que ces pourritures qui ont pu faire un question pour un champion sur le nombre de morts à Gaza soient encore à l'antenne. C'est pas entendable, quoi. Mais j'avais complètement zappé. Moi, j'étais resté sur l'apologie au nettoyage ethnique et sa défense a été de dire mais c'est Trump qui a dit ça. Dans ce cas, il faut attaquer Trump. Non, mais c'est-à-dire que tu peux. Alors dans ce cas, moi, je vais citer le moustachu et je vais dire fallait attaquer le moustachu. Enfin, la défense bidon, quoi, vraiment. Non, mais c'est. Qu'est-ce que tu penses de Rafovitz sur tous les médias tous les jours alors qu'il représente une armée étrangère? Est-ce que ça existe dans d'autres pays? Je pense que tu as déjà t'as fait une question à la Agathe Lombray. T'as déjà mis ton idée dans la question. Non, le problème en ce moment, c'est pas tellement Rafovitch, parce que Rafovitch c'est tellement une caricature de lui-même. Le problème, c'est l'ambassadeur d'Israël. L'ambassadeur d'Israël en France. Ouais.
il est là 3 fois par jour sur les chaînes françaises à déverser en toute tranquillité, sans énervement, sans agacement, ce qui n'est pas le cas de Rafovitch, en toute tranquillité, il déverse sa propagande. Il a taxé Villepin, on pense ce qu'on veut de Villepin, il a taxé Villepin de demi ou semi-antisémite. Ouais. Maintenant, attention, maintenant, il y a des proportions. Soit t'es semi, soit t'es quart antisémite, faut faire gaffe. Hein. Est-ce que si t'es en duo avec quelqu'un, du coup, ça fait semi plus semi, ça fait un antisémite, faut qu'on découvre un peu comment ça fonctionne. Non, mais c'est complètement... Alors, attendez, je vais juste pour le plaisir, voilà. Il est 150 grammes antisémite. Non, mais enfin, on pourrait... Toi, je pense que tu vas perdre ton boulot. Parce que là, on est. Alors je vous mets juste le résumé que j'en ai fait. Tu vas perdre ton boulot d'humoriste à un moment donné parce que ça. Ouais, oui. Tu vois, ça va trop loin. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Et la loi Yadan, je pense que on est sur la pétition, en tout cas, on est très content de voir qu'elle a dépassé les 600 000. Oui. 600. Hier soir. Ouais, hier soir. Et alors. J'ai des petits oiseaux à l'Assemblée nationale, dont un qui est dans le chat actuellement et qui nous a dit qu'il avait croisé Yadan hier et que la Caroline, elle était pas contente. Hein, et alors attends, j'ai entendu, mais ça on en parlera d'ailleurs dans la semaine. Il y a une vidéo de Jean Messia qui dit que les votes sont potentiellement trafiqués parce que c'est connu, France Connect. C'est connu, tout le monde trafique France Connect. Ouais, c'est tout le monde. Et il y a quelqu'un qui a mis dans les commentaires de Jean Messia, mais oui, France Connect, c'est tellement facilement hackable comme. Ah bon ah bah alors moi j'aimerais bien hacker un France Connect. Tu me dis hacker ton compte pour je sais pas moi ton MySpace ou ton Skyblog, mais alors hacker France Connect, accroche-toi. Faut y aller. Ouais, mais bref. Effectivement. Voilà, donc en tout cas. Très bien. Mais en tout cas, ouais. Ouais, donc je reçois pour le média suisse Observateur. Ah oui, c'est vrai que tu es sur le média suisse. J'ai eu l'honneur d'être invité par toi en plus. Oui, c'est vrai. C'était un très bon moment. Attends, d'ailleurs, je vais vous mettre le lien. Je vais faire un peu de personal branding là, comme on dit en français. Hop. Alors attends, t'es où toi? T'es là. Hop, voilà. Pour qui s'intéresse à ça, je reçois Aymeric justement sur la loi Yadan, pour qui nous décortique ça pour l'étranger, pour la Suisse et pour le Maghreb. Pour qu'on va tâcher d'expliquer la dangerosité de ce truc. Moi, je signe, peut-être vous l'avez vu passer, moi, je signe jamais de pétition. Pour des raisons, alors c'est même pas des raisons déontologiques ou éthiques, c'est simplement que c'est très compliqué les pétitions pour moi parce que, en fait, si vous signez une pétition, par exemple, je sais pas moi, je vais signer une pétition pour, Amnesty International. J'aurais envie de défendre Amnesty, évidemment. Mais si demain ou après-demain, je suis amené à travailler sur un dossier en lien avec Amnesty, c'est compliqué. Parce qu'on va me dire, ouais, mais évidemment, t'es partisan, t'as signé la pétition. Donc c'est compliqué. Sauf que là, on dépasse 6 bornes avec la loi Yadan, puisque ça touche directement, c'est directement liberticide. Ça vient toucher à mon travail de journaliste, ça vient toucher à mon travail, à ma condition de citoyen. Et là, je trouve que ça réunit ça coche toutes les cases pour que là, oui, je suis allé évidemment la signer. Et je vous invite évidemment à le faire si ça n'est pas encore le cas. Bah, très bien, très bonne explication. Et merci beaucoup en tout cas, mon frangin, c'était un plaisir. Un plaisir de te recevoir parmi nous depuis le temps qu'on l'attendait. Donc, merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions des cracks. Et on va tous te suivre sur tes réseaux et notamment c'est sur X que tu es le plus actif, hein, Oui, c'est sur X et sur un peu sur Insta, mais c'est sur X que malheureusement j'ai pas le choix. C'est sur X que ça se passe et je regrette profondément que Blue Sky n'ait pas marché. Parce que ça, c'est très très faible et malheureusement, moi j'ai besoin d'avoir des informations. Donc c'est encore sur X que ça se. Alors toute dernière chose, il y a Paul Rod qui dit Moumou, ta réaction.
Attends. Hein, la réaction de Mediapart sur la pétition loi Yadan. Ah, alors j'avoue que ça, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi le positionnement Non, j'ai pas vu je suis désolé, Paul Rod, j'ai pas vu la position de Mediapart, mais je vais aller voir ça pour le coup. Et puis, de toute façon, avec Kevin, on sera, merci à vous, on sera amené à se revoir et Kevin, si tant est par hasard qu'il accepte mon invitation, fera partie de mes premiers invités pour la nouvelle mouture. Ah bah avec grand plaisir. Tu me connais, moi je suis déjà prêt. J'attends juste l'adresse, la date et l'heure et je serai là. En tout cas, merci 1000 fois. C'est adorable. Eh ben, merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée et comme je l'ai dit récemment, non, Kevin, c'est toi qui raccroche. D'accord, c'est moi. Non, c'est toi. Non, c'est moi. Non, c'est gros toi. bisous. Salut, merci beaucoup. Bye bye. Je vous embrasse très fort. Merci pour l'invitation. Merci infiniment. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.